Saviez-vous que le salaire mensuel moyen d'un travailleur en Colombie est d'à peine 300 €? C'est un fait. Ainsi, en venant travailler en France, il est possible de gagner en une seule année l'équivalent de 4 voire 5 ans de labeur en Colombie. Pour cette raison, beaucoup de Colombiens venus chercher fortune en France disent que leur vie a été transformée. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est le témoignage d'une jeune femme colombienne qui a dû renoncer à tous ses rêves pour travailler dès son plus jeune âge et subvenir aux besoins de sa famille après que son père fut devenu handicapé suite à un accident. Bien que certaines amies lui lançaient des pics cruels comme « c'est la faute de tes parents si tu galères », sa nature bienveillante et sa sincérité allaient changer son destin de manière spectaculaire dans ce pays, la France, son père l'avait encouragée à se rendre. On raconte que 3 ans plus tard, de retour au pays, lorsqu'elle croisa cette même amie qui s'était autrefois moquée de sa famille, celle-ci fit semblant de ne pas la reconnaître. Que s'est-il donc passé dans la vie de cette jeune Colombienne? Bonjour, je m'appelle Léa. Je suis née dans un petit village près de Medellín, en Colombie, au sein d'une famille des plus ordinaires. Nous n'étions pas riches, mais notre foyer était rempli de bonheur grâce à la droiture de mon père et à la tendresse de ma mère. Mon père travaillait comme technicien dans une usine locale et ma mère était femme au foyer s'occupant de mon petit frère et de moi. Notre maison était modeste, mais c'était un havre de paix où les rires ne cessaient jamais de résonner. Mon enfance fut pour l'essentiel une période de tranquillité. En rentrant de l'école, je dévorais le goûter préparé par ma mère avant de courir jouer avec mes amis sur la place du village. À cette époque, j'ignorais tout de la dureté du monde. J'étais simplement convaincue que le lendemain serait aussi heureux que le jour présent. Tout a basculé l'hiver de mes 12 ans. Mon père a été victime d'un grave accident à l'usine. Une machine défectueuse lui a broyé le dos et les jambes. Il est resté hospitalisé plus d'1 mois et à sa sortie, il ne pouvait plus se déplacer sans fauteuil roulant. « Ne t'inquiète pas, Léa. Papa va bien », me répétait-il sans cesse. Mais même dans mes yeux d'enfant, je voyais que son regard avait changé. Ses yeux, autrefois si fiers et pleins de vie, étaient maintenant emplis de tristesse et d'une amère résignation. Depuis l'accident, la survie de notre famille reposait entièrement sur les épaules de ma mère. Elle, qui avait toujours été femme au foyer, a dû se mettre en quête d'un travail du jour au lendemain. Sans diplôme ni expérience, elle était prête à tout pour nous. Elle a fini par trouver un emploi dans un petit atelier de couture non loin de l'usine où mon père avait travaillé. « Léa, désormais, il faudra que tu m'aides beaucoup à la maison », me demanda-t-elle un matin avant de partir. À 13 ans, ma routine changea. En rentrant de l'école, je m'occupais des tâches ménagères et prenais soin de mon père. Plier le linge, faire la vaisselle, lui apporter tout ce dont il avait besoin. Voilà quel était devenu mon quotidien. À l'école, j'essayais de me concentrer, mais les soucis de la maison ne me quittaient jamais. En plein cours des pensées m'assaillaient. Est-ce que papa va bien en ce moment? Maman n'est-elle pas trop épuisée? Pourtant, je m'efforçais de garder le sourire. Je savais que voir mon visage soucieux ne ferait qu'accentuer la peine de mon père. Peu à peu, notre situation financière devint de plus en plus précaire. Les frais médicaux de mon père étaient une charge écrasante et le salaire de ma mère suffisait à peine à couvrir nos dépenses courantes. J'ai cessé d'acheter des fournitures scolaires neuves et de sortir avec mes amis. À la place, j'ai commencé à gagner un peu d'argent de poche en faisant des courses pour les voisins au supermarché du coin. Alors que l'ombre de la pauvreté s'étendait sur notre famille, mon amie d'enfance Clara semblait briller de plus en plus fort. Ses parents avaient fait fortune dans l'exportation de café colombien et leur maison devenait de plus en plus somptueuse. Au début, Clara n'avait pas changé et restait proche de moi. Mais avec le temps, un mur invisible s'est érigé entre nous. À notre entrée au lycée, ce mur est devenu une forteresse. Clara venait en cours avec des sacs de marque et passait tous ses week-ends dans des fêtes. Moi, je portais le même uniforme depuis des années. Nous parvenions à peine à payer mes frais de scolarité avec l'argent que ma mère gagnait en travaillant jusque tard dans la nuit. « Léa, on fait une fête chez moi ce week-end, tu viens ?» Parfois, Clara m'invitait encore. Je déclinais presque toujours. J'avais honte de mes vêtements usés et de mes vieilles chaussures devant ses amis. Et puis, si j'avais eu du temps pour une fête, je préférais le consacrer à mon père. Un jour, alors que nous préparions les examens d'entrée à l'université, je suis tombée sur Clara à la bibliothèque. Elle discutait avec ses amis de leur projet d'études aux États-Unis. Moi aussi, je rêvais d'aller à l'université, mais avec la situation financière de ma famille, c'était un songe inaccessible. Ce jour-là, j'ai pris mon courage à 2 mains et me suis approchée d'elle. « Est-ce que je peux étudier avec vous ?» Clara m'a dévisagé un instant, puis a chuchoté quelque chose à ses amies. Elles se sont toutes mises à ricaner. Les mots que Clara a prononcés ensuite résonnent encore à mes oreilles. « Franchement, Léa, c'est pas la faute de tes parents si tu galères. À quoi ça te servirait d'étudier avec la situation de ta famille, l'université? C'est un rêve lointain, très lointain. »
À cet instant, quelque chose s'est brisé en moi. Incapable de répondre, j'ai tourné les talons. Seule, dans le couloir retenant mes larmes, je me suis sentie misérable. Pourquoi n'ai-je rien dit? Pourquoi n'ai-je pas défendu mes parents? À partir de ce jour, je n'ai plus jamais considéré Clara comme une amie. Après le lycée, j'ai renoncé à l'université. Ma mère s'y est opposée en larmes et ma décision était prise. Maman, il faut que je gagne de l'argent moi aussi. Il y a les soins de papa et tu ne peux pas tout porter seule. Finalement, ma mère a dû accepter la réalité. J'ai été embauchée dans l'usine où elle travaillait. De 7h du matin à 6h du soir, parfois plus tard, je travaillais sans relâche. Je supportais les doigts piqués par les aiguilles et le dos endolori. En rentrant, je m'occupais de mon père et des tâches ménagères. Chaque jour était une épreuve, mais la pensée que j'aidais un peu mes parents me donnait la force de continuer. De temps en temps, des nouvelles de Clara me parvenaient. Elle était entrée dans une université américaine et publiait sur les réseaux sociaux des photos de sa vie de campus flamboyante. Parfois, elle m'envoyait un message « Salut Léa, comment ça va ? Au printemps, je pars en voyage en Europe. » Mais ces messages n'étaient que vantardise ou condescendance. À la maison, l'état de mon père se dégradait. Au-delà de la douleur physique, ses blessures morales s'approfondissaient. Lui, qui avait tant travaillé pour sa famille, se voyait désormais comme un fardeau inutile. « C'est à cause de moi que vous souffrez tous comme ça », murmurait-il souvent. Je voulais désespérément lui redonner le sourire. Alors après le travail, je passais du temps avec lui à regarder la télévision. Il s'intéressait particulièrement aux documentaires sur les pays étrangers. Parler d'un autre monde, d'autres possibilités, semblait lui faire oublier pour un temps la cruauté de sa réalité. Allongée dans mon lit, le regard fixé au plafond, je me demandais « Est-ce que je pourrais continuer comme ça longtemps ?» Toute ma famille était à bout de force. Les rides se creusaient sur le visage de ma mère et le regard de mon père s'éteignait un peu plus chaque jour. Moi-même, à 20 ans à peine, je perdais tout espoir en l'avenir. Cette nuit-là, mes larmes coulèrent en silence, accompagnées d'un profond soupir. Mais au milieu de cette tristesse, une graine commençait à germer. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut un changement. J'ignorais encore de quel changement il s'agissait, ni comment y parvenir. Mais cette petite résolution, je ne savais pas encore, serait le premier pas qui allait changer ma vie. Parfois, je poussais le fauteuil roulant de mon père dans le salon et nous regardions la télévision ensemble. Je voulais par-dessus tout chasser la mélancolie qui l'enveloppait. En zappant, nous sommes tombés par hasard sur un film français. Mon père, qui avait toujours été curieux des cultures étrangères, a eu les yeux qui pétillaient et m'a demandé de rester sur cette chaîne. « C'est quel pays, ça ?» demanda-t-elle. « C'est la France, papa », lui ai-je répondu. Les images d'une ville moderne et de ses habitants affairés remplissaient l'écran. Je ne connaissais pas grand-chose de la France, mais je lui ai résumé ce que j'avais appris à l'école. À partir de ce jour, regarder des films français est devenu notre rituel du soir. Ce qui n'était au début qu'un simple divertissement s'est transformé en une véritable fascination pour mon père qui se passionna pour l'histoire et le développement de ce pays. L'histoire de la France, passée de nation agricole dévastée par la guerre à une puissance industrielle mondiale, le captivait particulièrement. Léa, ce pays était en ruine après la guerre, tu te rends compte. Et regarde maintenant, tout le monde a travaillé dur pour en arriver là. Pour la première fois depuis longtemps, il y avait de la vie dans sa voix. J'étais si heureuse de le voir, ainsi que j'ai commencé à chercher plus d'informations sur la France. Dans les livres empruntés à la bibliothèque, j'ai découvert l'histoire de sa reconstruction. J'ai été stupéfaite d'apprendre que, malgré sa destruction dans les années 1940, la nation avait connu une croissance fulgurante dès les années 1950, grâce à la persévérance de son peuple et à ses investissements. Dans l'éducation, quand je racontais cela à mon père, il s'identifiait à cette histoire comme si c'était la sienne. L'être humain peut accomplir de grandes choses avec des efforts, répétait-il souvent. Les films et les histoires sur la France permettaient à mon père d'oublier un instant sa souffrance. Mais plus important encore, ils ravivèrent en lui l'étincelle d'espoir qu'il avait perdue depuis si longtemps. Pendant mes pauses à l'usine, je me rendais dans un cybercafé pour approfondir mes recherches. Je cherchais des informations sur la France contemporaine, le marché du travail et la vie des étrangers là-bas. La plupart des informations étaient en anglais, mais grâce à mes connaissances du lycée, je parvenais à comprendre l'essentiel. Un soir, je suis rentrée du travail plus tôt que d'habitude. Mon père était seul, le regard perdu à travers la fenêtre. Quand je me suis approchée, il a pris la parole avec hésitation. « Léa, et si tu allais en France ?» Ces mots m'ont laissé sans voix. La France était à l'autre bout du monde, un pays dont je connaissais ni la langue ni la culture, et jamais je n'avais envisagé de laisser mes parents pour partir si loin. « Papa, qu'est-ce que tu racontes ? Je dois m'occuper de maman et de toi ici. » Ma voix tremblait.
Mais le regard de mon père était pour la première fois depuis des années d'une détermination sans faille. Te voir sacrifier ta jeunesse pour nous ici me fait encore plus de mal, ma fille. Ces paroles m'ont arraché des larmes. Ce soir-là, au retour de ma mère, nous avons tenu un conseil de famille. D'abord surprise, ma mère a rapidement soutenu l'idée de mon père. Léa, nous resterons toujours ici. Mais toi, tu es différente. Tu es jeune, tu as soif d'apprendre. En Colombie, même avec tous les efforts du monde, il y a des limites. Les mots de ma mère ont résonné en moi. Jusqu'à présent, je pensais avoir renoncé à mes rêves pour ma famille, mais je réalisais que mes parents, eux aussi, avaient sacrifié beaucoup de choses pour moi. Pendant plusieurs jours, j'ai longuement réfléchi. Partir en France était une aventure colossale. L'idée de tout recommencer dans un endroit où je ne connaissais ni la langue, ni personne m'effrayait. Mais je savais aussi que si nous continuions ainsi, nous allions tous finir par nous épuiser. Alors que j'hésitais encore, je suis passée par hasard devant la maison de Clara lors d'une promenade. Cette maison, autrefois si banale, s'était transformée en une somptueuse villa avec un portail majestueux et un grand jardin. Au même moment, Clara est descendue d'une voiture de luxe. Elle ne m'a pas vue, mais à cet instant, quelque chose a changé en moi. Pourquoi devrais-je rester ici passive ? Aucune raison ne m'empêchait de tenter ma chance. Ce soir-là, j'ai annoncé à mes parents ma décision de partir en France. Ils étaient fous de joie, mais des problèmes concrets subsistaient. Comment obtenir un visa, comment trouver un travail et surtout comment financer tout cela. C'est alors que Georges, un ancien collègue de mon père, nous a tendu la main. Oncle Georges était un homme d'affaires qui faisait la navette entre la Colombie et la France. Lorsque mon père l'a contacté, il a accepté de nous aider sans hésiter. Une de mes connaissances en France cherche du personnel étranger. C'est une start-up multinationale et si tu parles anglais, tu as de bonnes chances d'être prise. Les paroles de Georges ont ravivé notre espoir. J'ai immédiatement préparé mon CV et passé un test pour certifier mon niveau d'anglais. L'attente fut interminable. Chaque soir après le travail, je vérifiais mes emails espérant une réponse. Un mois plus tard, elle est enfin arrivée et c'était une réponse positive. L'entreprise française souhaitait m'embaucher. Le poste était au sein de l'équipe de développement du marché latino-américain où mes compétences en espagnol et en anglais étaient essentielles. Restait le problème du visa. Georges nous a mis en contact avec un avocat spécialisé qui nous a aidés dans les démarches pour obtenir un visa de travail. De la préparation des documents à l'entretien, tout était nouveau pour moi, mais j'avançais pas à pas. Lorsque j'ai appris que mon visa avait été approuvé, j'ai ressenti un mélange de joie et de peur. J'ai réservé mon billet d'avion et commencé mes préparatifs. Ma mère m'a acheté quelques vêtements neufs et mon père m'a offert un petit cadre avec une vieille photo de famille. C'était sa façon de me dire de ne pas les oublier. Bien sûr, je ne l'aurais jamais pu. La semaine précédant mon départ, l'anxiété m'a submergée. Était-ce vraiment la bonne décision ? Comment allais-je survivre dans un pays dont j'ignorais la langue ? Ces pensées m'empêchaient de dormir. Mais chaque fois que je croisais le regard confiant de mes parents, je puisais en moi le courage de continuer. Le dernier jour, j'ai remis ma démission à l'usine. Mes collègues m'ont félicité tout en me faisant des adieux émus. « Léa, tu es vraiment courageuse, reviens-nous en ayant réussi. » Leurs encouragements m'ont donné une force immense. De retour à la maison, alors que je vérifiais une dernière fois mes bagages, ma mère est entrée doucement dans ma chambre, elle tenait une petite enveloppe. « Ça, c'est ce que nous avons économisé pour toi. » C'est pas grand-chose, mais ça t'aidera à commencer ta nouvelle vie en France. En ouvrant l'enveloppe, j'ai découvert l'argent que mes parents avaient mis de côté petit à petit. En silence, j'ai serré ma mère dans mes bras. Lors de notre dernier dîner, notre famille a ri aux éclats comme elle ne l'avait pas fait depuis longtemps. En savourant les plats traditionnels colombiens que ma mère avait préparés avec amour, nous imaginions les aventures qui m'attendaient en France. Mon père a déplié une carte et m'a montré du doigt la France. Voilà Paris. C'est là que tu vas travailler. On dit que c'est l'une des villes les plus modernes du monde. Au fil de la soirée, la conversation est devenue plus sérieuse. Mon père a pris ma main fermement et m'a dit « Léa, si c'est trop dur, tu peux toujours rentrer. Mais n'abandonne jamais sans avoir testé ton potentiel. Tu es notre fierté. » Ma mère a ajouté « Au début, tout sera difficile et nouveau. Mais ta sincérité et ton cœur chaleureux brilleront où que tu ailles. Les gens finissent toujours par reconnaître ses qualités. » Le lendemain matin, dans le taxi qui nous menait à l'aéroport, je gravais dans ma mémoire les paysages de Medellín. Les montagnes, les maisons colorées, les gens qui s'affairaient. L'idée que tout cela appartiendrait bientôt à mon passé me serrait le cœur. À l'aéroport, après l'enregistrement, j'ai fait mes derniers adieux à mes parents. Ma mère essayait de retenir ses larmes, mais elles ont fini par couler. Mon père, assis dans son fauteuil roulant, tentait de paraître fort. Je reviendrai en ayant réussi. Prenez soin de vous d'ici là.
Ma voix se brisa. Avant de passer le contrôle de sécurité, je me suis retournée une dernière fois. Mes parents étaient toujours là à me regarder. J'ai vu mon père se lever de son fauteuil et faire un pas. C'était comme s'il me disait « tu peux le faire ». Dans l'avion assise près du hublot, je regardais Medellín devenir de plus en plus petite. Ça y est, je partais vraiment. Vers un nouveau départ. L'angoisse et l'excitation se mêlaient, mais une chose était certaine, ma détermination à réussir et à revenir. L'avion a percé la couche de nuages. J'ai sorti la photo de mon portefeuille et l'ai regardée. Attendez-moi. Je reviendrai, c'est promis. Ainsi commença mon voyage vers la France, le premier pas vers l'inconnu. Après un vol de plus de 24 heures, avec une escale, j'ai atterri à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Dès la sortie de l'avion, tout était différent. La propreté et l'organisation impeccable de l'aéroport ont été ma première impression marquante, un contraste saisissant avec l'agitation des aéroports colombiens. Les panneaux étaient en français, parfois accompagnés d'anglais. J'étais soulagée de voir des indications en anglais, mais le français ressemblait à une série de dessins indéchiffrables. Après avoir passé l'immigration et récupéré mes bagages, j'ai suivi les instructions de l'entreprise pour me rendre à la sortie. Comme convenu, un employé m'attendait avec une pancarte à mon nom. Il m'a accueilli avec un grand sourire. « Mademoiselle Léa, bienvenue, je suis Monsieur Lambert des ressources humaines. » Son anglais était fluide et voir ce premier visage amical dans un environnement inconnu m'a rassurée. Monsieur Lambert m'a conduite à une voiture de société. Le paysage parisien qui défilait par la fenêtre était écrasant. Des immeubles haussmanniens de larges avenues, une circulation dense mais ordonnée. L'échelle était sans commune mesure avec Medellín. Monsieur Lambert me désignait les principaux quartiers et monuments de Paris. J'étais fascinée par tout, hochant la tête sans cesse. Nous sommes arrivés au studio que l'entreprise mettait à ma disposition. C'était petit mais propre et parfaitement équipé. Un lit, un bureau, une petite cuisine, une salle de bain. C'était plus que suffisant pour vivre seul. M. Lambert m'a rapidement expliqué où se trouvaient les commerces et comment utiliser les transports en commun. Puis il est parti. Soyez à l'entreprise demain à 9 h, je vous attendrai à l'accueil. Seule dans la pièce, j'ai contemplé la ville inconnue par la fenêtre. J'avais du mal à réaliser que j'étais vraiment en France. J'ai envoyé un message à mes parents pour leur dire que j'étais bien arrivée et je me suis couchée tôt pour combattre le décalage horaire. Mais l'excitation et la nervosité m'ont empêché de trouver le sommeil. Le lendemain matin, le réveil m'a tirée de mon lit. C'était mon premier jour de travail. J'ai enfilé une tenue aussi professionnelle que possible et, suivant les indications de M, Lambert, j'ai pris le métro. Je craignais de me perdre dans ce réseau complexe, mais heureusement, les transports parisiens étaient très bien organisés. Grâce aux indications, en anglais, je suis arrivée sans encombre devant l'immeuble de bureau. J'ai retrouvé Monsieur Lambert à l'accueil et nous sommes allés ensemble au service des ressources humaines où j'ai reçu une formation sur les règles de l'entreprise et l'environnement de travail. Mon service, l'équipe de marketing global, était chargée de développer le marché latino-américain. Heureusement, l'anglais était la langue de travail officielle de l'équipe, donc la barrière de la langue ne semblait pas être un problème immédiat. Lors de ma première réunion d'équipe, j'ai rencontré mes collègues, le chef d'équipe M. Dubois et 7 autres membres. Tous m'ont accueilli chaleureusement, mais leur niveau d'anglais variait. Certains le parlaient couramment, d'autres peinaient à aligner plus qu'une simple salutation. Ils étaient impressionnés par le fait que je parle espagnol et anglais. Waouh, parler 2 langues aussi couramment, c'est incroyable. Pour la première fois, j'ai senti que mes compétences pourraient être vraiment valorisées ici. Les premières semaines ont été une course à l'adaptation. J'ai été absorbée par l'apprentissage des systèmes de l'entreprise, la compréhension de sa culture et la manière de communiquer avec mes collègues. La culture d'entreprise française était différente de celle de la Colombie. La hiérarchie était plus marquée, les processus plus structurés. J'ai été déconcertée au début, mais je m'y suis habituée peu à peu. La barrière de la langue restait un défi majeur. Quand mes collègues se mettaient soudainement à parler français pendant une réunion, je me sentais complètement isolée. Je tentais de faire bonne figure avec un sourire, mais intérieurement, je me sentais frustrée. J'ai décidé qu'il fallait que j'apprenne le français. En dehors du travail, chaque aspect de la vie quotidienne était un défi. À commencer par la nourriture. Les plats français étaient souvent riches, avec des saveurs auxquelles je n'étais pas habituée. La première fois que j'ai goûté un fromage très fort, son odeur m'a presque fait pleurer, mais j'ai fini par m'habituer à ses goûts surprenants. Au supermarché, tout était écrit en français, je devais donc constamment me fier aux images sur les emballages. Au bout d'1 mois, j'ai commencé à prendre mes marques au travail.
Ma tâche principale consistait à traduire des documents marketing en espagnol et à mener des études de marché locales. Mon sérieux a rapidement été reconnu par mes collègues. Dubois en particulier, appréciait la qualité de mon travail. Grâce à vous, Léa, notre équipe comprend beaucoup mieux le marché latino-américain. Mais tout le monde n'était pas aussi bienveillant. Un certain M. Girard, un autre chef de service, tentait souvent des rapprochements déplacés. Lors des déjeuners d'équipe, il s'asseyait à côté de moi, me tapotait l'épaule ou prétextait des questions professionnelles pour me proposer des rendez-vous en tête-à-tête. Je déclinais aussi poliment que possible, mais ces avances persistaient. J'avais du mal à savoir s'il s'agissait d'une différence culturelle ou d'un problème personnel. Le jour de ma première paie, en voyant le montant viré sur mon compte, j'en ai perdu mes mots. C'était plus de 4 fois mon salaire mensuel en Colombie. En détaillant ma fiche de paie, j'ai vu qu'en plus du salaire de base, il y avait diverses primes. J'ai calculé qu'en 2 ans de travail ici, je pourrais gagner l'équivalent de 10 ans de travail en Colombie. À cet instant, j'ai compris à quel point le choix de mes parents avait été judicieux. J'ai envoyé la moitié de mon premier salaire à mes parents, le reste a servi à mes dépenses et à payer des cours de français. J'ai commencé à aller à l'Alliance française tous les samedis. J'ai débuté par l'alphabet et la grammaire, fascinée par la logique de la langue. Peu à peu, j'ai appris les salutations et les phrases du quotidien et j'ai commencé à prendre confiance en moi. Après 6 mois, ma vie professionnelle s'est stabilisée. Je maîtrisais parfaitement mes tâches et je pouvais communiquer plus facilement avec mes collègues. Mon français s'améliorait et je pouvais tenir des conversations simples. En retour, mes collègues sont devenus encore plus chaleureux. Un jour, une restructuration importante a eu lieu dans l'entreprise. J'ai été transférée dans la 2e division du marketing global, une nouvelle équipe qui gérait à la fois les marchés asiatiques et latino-américains. Lors de la première réunion, j'ai rencontré mes nouveaux collègues. Parmi eux, il y avait un certain Julien Moreau. Dès le premier regard, Julien était différent. Costume impeccable, cheveux bien coiffés, voix calme. Il n'était ni excessivement gentil ni curieux comme les autres. Il se contentait de me dire ce qui était nécessaire avec précision. « Léa, voici votre bureau. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. » Au début, son attitude réservée me semblait froide. Mais avec le temps, j'ai compris que c'était simplement sa nature. Julien traitait tout le monde de la même manière et au travail, il était extrêmement méticuleux et responsable. Son anglais était excellent, la communication n'était donc pas un problème. Notre premier projet commun consistait à élaborer une stratégie d'entrée sur le marché brésilien. Je me suis chargée de la recherche sur la culture et les habitudes de consommation brésiliennes, tandis que Julien s'occupait de la stratégie marketing et du budget de l'entreprise. En travaillant ensemble, j'ai peu à peu découvert sa véritable personnalité. Il parlait peu, mais il respectait toujours mon opinion et n'intervenait que pour m'aider de manière pertinente. Une fois, je suis restée tard au bureau pour préparer une présentation. Julien était également resté pour finir son travail. Il était plus de 22 heures, j'avais faim et la plupart des restaurants du quartier étaient fermés. C'est alors que Julien s'est approché calmement et m'a demandé « Vous avez dîné, sinon je connais une brasserie qui est ouverte tard. » On y va ensemble. C'est ainsi que nous avons partagé notre premier repas. C'était un endroit simple où l'on servait des croque-monsieur et des salades, mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai pu discuter de manière détendue avec quelqu'un. Julien m'a posé des questions sur mon pays, ma famille, et s'est sincèrement intéressé à mes difficultés d'adaptation en France. À partir de ce jour, nous avons souvent dîné ensemble lorsque nous travaillions tard. J'ai appris à mieux le connaître. Il était originaire de Paris, avait fait des études de commerce et avait rejoint l'entreprise juste après son diplôme. Ses passions étaient la randonnée et la lecture. C'était quelqu'un de calme et chaleureux une fois qu'on le connaissait mieux. Surtout, il ne me traitait jamais différemment parce que j'étais étrangère. Il me considérait simplement comme une personne et c'est ce qui me mettait le plus à l'aise. Lorsque le projet brésilien est entré dans sa phase finale, nous avons travaillé ensemble jusque tard dans la nuit. La veille de la présentation finale, alors que nous relisions tous les documents, Julien m'a tapoté l'épaule. « Vous avez fait un travail formidable, Léa. Grâce à vous, ce projet sera un succès. » À cet instant, pour la première fois, je l'ai vu comme un homme. Son regard chaleureux et sa voix douce ont soudain résonné différemment. Le projet a été un triomphe et notre relation a commencé à évoluer. Nous avons commencé à nous voir en dehors du travail le week-end pour visiter Paris et découvrir la culture française. Julien m'a fait découvrir les magnifiques châteaux de la Loire, les parcs le long de la Seine et je lui ai fait écouter de la musique latine et lui ai parlé de notre cuisine. Un jour d'automne, alors que nous étions au sommet de la Tour Eiffel et que nous admirions la vue nocturne sur Paris, le vent s'est levé. Julien a naturellement pris ma main dans la sienne.
À cet instant, j'ai senti qu'un sentiment spécial circulait entre nous. Sans un mot, main dans la main, nous avons contemplé les lumières scintillantes de la ville. La vie en France était toujours une succession de défis. La barrière de la langue, les différences culturelles et parfois un sentiment de solitude. Mais maintenant, j'avais quelqu'un avec qui tout partager. Chaque jour était exigeant, mais le bonheur et l'excitation étaient au rendez-vous. Ce nouveau départ dans un pays inconnu m'apportait bien plus que ce que j'aurais pu imaginer. Cela faisait maintenant 3 ans que j'étais en France. Ce pays, autrefois si étranger, était devenu une partie de moi. Mon français était devenu assez courant et ma position dans l'entreprise était solide. Surtout, ma relation avec Julien s'était approfondie. Nous étions devenus indispensables l'un pour l'autre. Pendant tout ce temps, j'avais envoyé de l'argent à mes parents régulièrement. Grâce à cela, j'ai appris que les soins de mon père et la situation financière de la famille s'étaient considérablement améliorés. Ma mère n'avait plus besoin de travailler à l'usine et la santé de mon père s'améliorait peu à peu. Mais je m'inquiétais toujours à l'idée que ma mère doive s'occuper seule de lui. Chaque fois que je consultais mon compte en banque, je ressentais une grande satisfaction. L'argent que j'avais mis de côté en 3 ans représentait une somme considérable en Colombie. Je me disais que je pouvais maintenant offrir une meilleure maison à mes parents. Mais en même temps, mes soucis grandissaient. Mon visa de travail arrivait à expiration. L'entreprise m'avait proposé de m'aider à le renouveler. On reconnaissait mes performances et il était même question que je sois promue chef d'équipe pour le marketing latino-américain. Cependant, une partie de moi s'inquiétait constamment pour mes parents. Les voir vieillir sur l'écran lors de nos appels vidéo hebdomadaires me serrait le cœur. Un soir, alors que je me promenais avec Julien le long de la Seine, je lui ai confié mes tourments. Mon visa expire bientôt, l'entreprise veut bien le prolonger mais je m'inquiète pour mes parents. Mon père est toujours handicapé et je pense que c'est difficile pour ma mère de s'en occuper seule. Julien a écouté en silence et n'a rien répondu de particulier ce jour-là. Il s'est contenté de serrer ma main un peu plus fort. Une semaine plus tard, Julien m'a invité dans un restaurant avec vue sur la Seine. Il portait un costume, ce qui était inhabituel, et semblait un peu nerveux. Après le dîner, alors que nous sirotions un verre de vin, il a sorti une petite boîte de sa poche. Léa regarde, il a ouvert la boîte révélant une bague scintillante. « Épouse-moi ». À cet instant, mon cœur a été envahi d'un mélange de joie et de confusion. J'aimais Julien, mais le mariage était une décision d'une toute autre ampleur. Julien, j'ai une famille dont je dois m'occuper, mes parents en Colombie. Avant que je puisse finir ma phrase, il a pris ma main. Je sais, et je suis prêt à considérer ta famille comme la mienne. Nous pourrons les soutenir ensemble. Si tu dois retourner en Colombie, je suis prêt à te suivre. Mais avant tout, rencontre mes parents et décidons ensemble de la meilleure solution pour nous tous. Ces paroles sincères m'ont fait monter les larmes aux yeux. Sa bienveillance semblait dissoudre toutes mes angoisses. Ce soir-là, j'ai accepté sa demande en mariage. Mais je lui ai dit que je voulais d'abord retourner en Colombie pour le présenter à mes parents. Julien a accepté avec joie et nous avons commencé à planifier notre voyage. J'ai posé 2 semaines de congé. Julien a commencé à apprendre les bases de l'espagnol. Le voir faire tant d'efforts le rendait encore plus adorable à mes yeux. J'ai réservé les billets d'avion et annoncé à mes parents que je venais avec mon fiancé. Au téléphone, ma mère a pleuré de joie. Le jour du départ pour la Colombie est enfin arrivé. L'idée de retrouver mon pays après 3 ans d'absence me faisait battre le cœur. Julien, à côté de moi, semblait nerveux, mais il me rassurait avec un sourire chaleureux. « Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. » En arrivant à l'aéroport de Bogota, la chaleur et le bruit familier m'ont accueilli. Nous avons pris un taxi pour la maison de mes parents. Le paysage de mon enfance qui défilait par la fenêtre me semblait à la fois étranger et réconfortant. Julien observait tout avec des yeux curieux. Je ne savais pas que l'endroit où tu as grandi était si beau. Alors que le taxi traversait une rue près de chez mes parents, j'ai aperçu un visage familier. C'était Clara. Elle sortait d'un supermarché et nos regards se sont croisés. La surprise s'est lue sur son visage, mais elle a aussitôt détourné la tête et continué son chemin comme si de rien n'était. Contrairement à 3 ans auparavant, ses vêtements étaient modestes et son visage portait les marques de la fatigue. « C'est une connaissance », m'a demandé Julien. « Une amie d'enfance. Je te raconterai plus tard. » Ce moment était étrange, mais l'excitation de revoir bientôt mes parents a vite repris le dessus. Nous sommes enfin arrivés devant la maison. La porte s'est ouverte et ma mère a couru vers moi. Léa, ma fille, elle m'a serré si fort dans ses bras que je n'ai pas pu retenir mes larmes. Ces 3 années ont défilé dans ma tête comme un éclair. Mon père est sorti en fauteuil roulant, mais il semblait en bien meilleure santé. Il m'a annoncé qu'il pouvait maintenant se lever et faire quelques pas. J'ai présenté Julien à mes parents. Au début, la barrière de la langue créait une certaine gêne, mais j'ai fait l'interprète et Julien a salué mes parents avec les quelques mots d'espagnol qu'il avait appris.
L'ambiance s'est vite détendue. Mes parents ont accueilli Julien comme le fils qu'ils avaient toujours attendu. Mon père en particulier ne cessait de lui poser des questions sur l'histoire et la culture française. Au dîner, nous avons officiellement annoncé notre projet de mariage. Mes parents ont été surpris un instant puis ont versé des larmes de joie. Voir à quel point il prend soin de notre fille, nous ne pourrions rien souhaiter de plus, a dit mon père, ce qui a visiblement ému Julien. Le lendemain, j'ai fait visiter le village à Julien. Je lui ai montré l'école où j'allais, l'usine et les endroits où je jouais enfant. Les voisins me reconnaissaient et me saluaient avec joie. « Léa, tu es de retour. On dit que tu as réussi en France. » Leurs félicitations et leur intérêt me touchaient profondément. Dans un café du village, j'ai appris une nouvelle stupéfiante. La famille de Clara avait tout perdu suite à une affaire illégale. Il paraît que son père était impliqué dans un trafic de drogue. Il est en prison maintenant et Clara travaille dans l'usine où tu allais avant, m'a raconté la patronne du café. Cette nouvelle m'a laissée avec un sentiment étrange. Un instant, j'ai envisagé d'aller voir Clara pour la réconforter. Mais Julien m'a serré la main et a dit « Il vaut peu être mieux la laisser tranquille. Ta présence pourrait la faire se sentir encore plus misérable. » Je savais qu'il avait raison. Parfois, en voulant aider, on ne fait qu'enfoncer davantage les autres. Durant notre semaine en Colombie, nous avons concrétisé nos projets d'avenir. Nous avons décidé de vivre en France pour le moment, mais nous avons promis de venir en Colombie au moins une fois par an. Nous avons aussi discuté de la possibilité de faire venir mes parents en France pour que mon père puisse suivre un traitement. La proposition de Julien d'utiliser le système médical avancé français pour la rééducation de mon père m'a profondément touchée. Votre père ira beaucoup mieux, j'en suis sûre. Il y a d'excellents centres de rééducation en France. Sa prévenance ne faisait qu'accroître mon amour pour lui. La veille de notre départ, mes parents ont organisé une petite fête pour nous. La famille et les voisins étaient là à un moment chaleureux, rempli de nourriture et de musique. Même s'ils ne comprenaient pas la langue, Julien était visiblement charmé par la passion et la chaleur du peuple colombien. Dans l'avion du retour assise à côté de Julien, j'imaginais notre avenir. Bientôt notre mariage, la création de notre foyer. Peut être des enfants dans quelques années ? Et qui sait, un jour nous pourrions lancer une entreprise entre la Colombie et la France, un pont entre nos deux cultures. Les possibilités étaient infinies. De retour en France, les préparatifs du mariage ont commencé pour de bon. J'ai rencontré les parents de Julien qui m'ont également accueilli chaleureusement. Ils étaient peu. Être un peu inquiet à l'idée d'une belle-fille étrangère, mais mon niveau de français et ma compréhension de la culture française les ont vite rassurés. Nous avons décidé d'organiser un mariage qui mélangerait les traditions françaises et colombiennes. Pour des raisons de santé, mes parents ne pouvaient pas venir, mais nous avons tout prévu pour qu'ils puissent assister à la cérémonie par appel vidéo. Et nous avons promis d'organiser une petite fête en Colombie un jour. Le jour de l'essayage de la robe de mariée est arrivé. J'en ai essayé plusieurs et mon choix final s'est porté sur une robe simple mais élégante. Devant le miroir, en me regardant, des larmes ont coulé sur mes joues. La petite fille pauvre d'un village colombien était sur le point de commencer une nouvelle vie en France. C'était comme un rêve. Quand Julien m'a vue dans ma robe, ses yeux se sont illuminés. « Tu es magnifique, Léa. » Mais plus encore que ces mots, c'est l'amour dans son regard qui m'a émue. À cet instant, j'ai compris. Cet homme était celui qui allait illuminer ma vie. Aujourd'hui, nous sommes à 1 mois de notre mariage. L'entreprise m'a accordé un congé de mariage ainsi qu'une promotion. Julien, de son côté, s'est vu confier un projet important. Tout semble aller pour le mieux. Parfois, le soir, en nous promenant le long de la Seine, je repense à ces 3 dernières années. L'anxiété et la solitude de mes débuts et le bonheur d'aujourd'hui. La France m'a offert à moi et à ma famille une nouvelle vie. Des opportunités que je n'aurais jamais pu imaginer en Colombie sont devenues réalité ici. Je sais que le chemin à venir ne sera pas toujours facile. La vie dans un pays étranger, les différences culturelles, l'inquiétude pour mes parents au loin. Mais maintenant, je ne suis plus seule et c'est une force immense. Avec Julien à mes côtés, j'ai l'impression de pouvoir surmonter n'importe quelle difficulté. Demain, Julien et moi irons faire une dernière visite du lieu de la cérémonie. Et ce week-end, nous finaliserons les plans pour notre lune de miel en Corse. Tout n'est pas parfait, mais c'est amplement suffisant pour être heureux. Je suis maintenant prête à courir vers un bonheur encore plus grand. Reconnaissante pour ce cadeau que mon nouveau départ en France m'a offert, je continuerai d'avancer pas à pas vers un avenir meilleur. 137, do use arrow up and arrow down to select a turn enter to jump to it and escape to return to the chat.